Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté. Mercenaire, ce mot de la langue française est un mot lourd de sens. Il revêt aujourd'hui, dans le langage contemporain, diverses acceptations des plus glorieuses aux plus péjoratives. Et sa définition officielle est très éloignée de la vérité historique. C'est un peu comme les résistants et les terroristes. Les résistants des uns sont les terroristes des autres et vice-versa. Et il y a des bons et des méchants mercenaires suivant le côté où l'on se place. Mais qui sont ces mercenaires ? Depuis la plus haute antiquité, l'histoire du mercenariat est indissociable de l'histoire de la guerre. Sur quasiment tous les champs de bataille, des hommes ont servi sous un uniforme qui n'était pas celui de leur pays. Pour de l'argent, ce fut même parfaitement institutionnalisé en ce qui concerne les Suisses par exemple. Pour leurs idées de tous les bords, les volontaires de la guerre d'Espagne, qu'ils fussent républicains ou franquistes, n'étaient pas autre chose que des mercenaires. Mais aussi des engagements par goût de l'aventure, du risque, le plus souvent pour échapper à la paix, à la routine. Dans son dernier numéro qui vient de paraître, la revue d'histoire européenne vous propose un dossier complet sur les mercenaires. À son sommaire, une introduction signée Laurent Chang présente un rapide panorama de l'histoire du mercenariat, de Xénophon, 400 ans avant notre ère, à l'aube de la Renaissance, en passant par les routiers du Moyen-Âge. Bien sûr, ensuite, impossible d'échapper aux Lansquenets et aux Suisses, ces puissantes troupes de soldats qui se mirent au service de toutes les puissances européennes et pour lesquelles les guerres d'Italie représentent l'apogée. Saut dans le 19e siècle qui vous amènera, sous la plume d'Antoine Bruneau, aux côtés des chemises rouges de Garibaldi, engagés volontairement aux côtés de la République française lors de la guerre de 1870. Des volontaires, mais cette fois-ci en Espagne, nous laisserons de côté les volontaires républicains et mercenaires à travers les aventures de ce que l'on a appelé les affreux, ces mercenaires engagés dans les guerres de décolonisation en Afrique, principalement, et ceci dès les années 60. Le dossier se conclut, actualité oblige, par un article de Pascal Le Potremat sur les sociétés militaires privées ou comment le libéralisme s'empare de la guerre. Et le nom du mercenaire français le plus célèbre, à savoir Bob Denard. Il fait bien évidemment l'objet d'une longue évocation signée Paul Villatou et surtout, il va faire l'objet aujourd'hui de notre entretien. Et pour évoquer Bob Denard, quoi de mieux que de recevoir ceux qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière. C'est pour ça que je reçois aujourd'hui deux de ses anciens lieutenants, de ses anciens compagnons. À ma gauche, Thierry Tupet-Thomé et Jean-Pierre. Vous avez donc travaillé avec Bob Denard pendant plus de 10 ans chacun, presque 10 ans. Oui. Vous, Thierry, entre 1980 et 1988, principalement aux Comores, avec une petite excursion au Tchad. Et vous, Jean-Pierre, entre 1979 et 1989. Et également, plus tard, vous avez participé à des opérations au Congo-Brazzaville en 97 et 98, ainsi qu'en Côte d'Ivoire en 2003. Nous évoquerons vos parcours personnels dans la deuxième partie de cet entretien. Et là, nous allons plutôt nous attacher à parler de Bob Denard. On ne va pas dérouler toutes les opérations auxquelles il a participé, ça serait trop long. Ce qui va nous intéresser, c'est sa personnalité, d'une part, et sa façon de se comporter avec les hommes, comment il choisissait ses combats, qui était Bob Denard. Donc Bob Denard est né en 1929 à Bordeaux. Il participe, jeune adolescent, au combat de la libération du Bas-Médoc et ensuite il s'engage dans la marine en septembre 1945. Il reste assez peu de temps dans l'armée puisqu'il quitte la marine au bout de 4 ans avec un grade d'officier marinier, ce qui correspond à un grade de sous-officier dans l'armée de terre, et il rentre en France. Donc il quitte l'armée. La première question que je vais vous poser, vous qui l'avez donc un peu connu, à savoir s'il se livrait, il est attiré visiblement par la chose militaire, par l'armée, par la guerre, on en reparlera. Mais est-ce que d'après vous, il pense, pourquoi est-ce que l'armée n'est pas faite pour lui? Pourquoi quitte-t-il? Savez-vous pourquoi il quitte l'armée? Est-ce qu'il s'aperçoit que ça ne va pas correspondre soit à ses ambitions, soit à ses capacités? De se dire, bon, je suis simple sous-officier, je pense différemment, j'ai une autre vision, et finalement l'armée, le cadre de l'armée, très fermé, enfin, des examens à passer, des choses comme ça, n'est pas fait pour moi. Clairement.
clairement. Il n'était pas bien du tout dans le cadre militaire. Son encadrement, ses chefs lui ont peut-être fait comprendre, mais il n'était pas à l'aise. Il était dans un système trop étriqué. Qui ne lui convenait pas. Qui ne lui convenait pas, et il pensait que l'avancement, finalement, surtout dans la marine en plus, c'est on peut penser difficile. qu'il n'avait pas d'avenir dans ce cadre. Dans ce cadre. Donc ensuite, il commence, donc il part au Maroc. Il part au Maroc et là, il s'engage dans la police. Tout à fait. Enfin, la police marocaine. Donc, c'est quand même... Bon, il faut savoir qu'on est en 53, donc on est encore sous le protectorat français. Et puis, sa vraie carrière de mercenaire, comme on dit, commence véritablement dans les années 60 avec le Katanga. Avec le Katanga, tout à fait. Alors, vous l'avez connu... donc, j'ai dit que nous n'allons pas décrire toutes les opérations, mais vous l'avez connu donc, plus tard, dans les années 80. Ce qui m'intéresse, c'est, vous l'avez connu par des relations, j'imagine, on en reparlera plus tard, quel chef militaire était-il ? Il était autoritaire, j'ai entendu dire qu'il était très attaché, par exemple, à la tenue. Quand il arrive au Katanga, il est très attaché à la tenue, très attaché à la propreté corporelle, comme on dit à l'armée. Et il monte une véritable petite armée efficace. Donc, quel chef militaire était-il ? Comme vous l'avez précisé, nous sommes, disons, de la dernière génération des hommes qui ont travaillé sous ses ordres. Donc, je ne préjuge pas de ce qu'il était, de l'homme qu'il était, du chef qu'il était à ses débuts au Katanga et dans un contexte quand même différent, puisque on connaît, les initiés connaissent l'histoire de la garde présidentielle des Comores, par laquelle nous sommes arrivés sous les ordres du colonel. Mais le contexte de son engagement au Katanga est bien sûr différent. C'est la guerre à l'état pur. Donc, on ne peut pas le décrire à cette époque. Oui, bien sûr. À notre époque, c'était pas un chef autoritaire. Il n'a pas besoin de manifester une autorité naturelle. Voilà, il n'a pas besoin de manifester une autorité par des cris, par des hurlements. Il parle et on exécute. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas parler avec lui. Au contraire. Il s'entoure d'un état-major, il délègue beaucoup Oui, il s'appuie beaucoup. Oui, bien sûr. Mais c'est le propre des chefs, savoir s'entourer. Donc, effectivement, je reprends toujours cet exemple qui m'a frappé, moi. D'une part, c'est étonnant qu'il n'ait pas été identifié par ses cadres quand il est dans l'armée. Oui. Il n'a pas été identifié comme potentiellement un cadre. Donc ça, c'est étonnant. Et par contre, quand il arrive au Katanga, il y a des gens extrêmement plus brillants que lui, c'est-à-dire des gens qui ont fait l'école de guerre, qui ont déjà beaucoup d'opérations derrière lui. Je pense notamment à Folk, dont il dira que c'est notre père à tous, puisque c'est un des premiers qui s'est engagé dans cette voie. Et donc, ce qui est également surprenant, c'est que malgré ces gens-là qui ont infiniment plus, à l'époque, j'ose dire le mot, de capacité que lui, c'est lui quand même... Oui, ou une instruction un peu plus... C'est lui qui prend le devant et c'est lui qui deviendra le chef des mercenaires français. Finalement, il a raté son époque. Il aurait peut-être été plus à l'aise au moment des guerres napoléoniennes ou avec de la chance. Il aurait sûrement été général. Oui, absolument. Et donc, sinon, quel militaire était-il ? Donc vous l'avez vu effectivement au Comores où il est déjà, j'allais dire, installé, j'emploierais presque le terme d'embourgeoisé. Quel chef militaire était-il ? Est-ce qu'il était... non, pas quel chef, quel militaire était-il ? Est-ce que c'était un tacticien, un vrai stratège ? Est-ce qu'il avait le sens du combat sur le terrain ? Il était comment ? Jean-Pierre va répondre. Donc, pour répondre à ça, c'est un peu compliqué, parce que comme je vous l'ai dit, nous, on ne l'a pas connu dans ces périodes... Et vous avez peut-être entendu des anciens... Oui, voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Vous êtes la mémoire aujourd'hui, voilà. donc exactement, les anciens sont forcément là. C'est notre vocation à travers de l'association que nous en reparlerons à la fin. Et je pense qu'il avait effectivement le sens du terrain.
C'est ce qui ressort des discussions qu'on a pu avoir avec des anciens avec qui ont travaillé avec lui dans différentes opérations. Et je crois qu'il a surtout le feeling. D'ailleurs, il n'a pas fait l'école de guerre. C'est pas un maître stratège qui a appris son travail dans les états-majors. Je pense qu'il a ce feeling. Et je crois aussi que c'est surtout un entraîneur d'hommes. C'est surtout un entraîneur d'hommes. Les hommes le suivent. C'est pas comme il le dit dans un extrait de film qu'on vient de voir, puisqu'il y a un nouveau documentaire qui vient d'être réalisé. Il commandait à l'avant des troupes, il commandait pas à l'arrière avec la radio, en disant faites ci, faites ça. Donc au feu, du courage au feu. Donc un très grand courage physique. C'est ce que lui reconnaissent d'abord les gens qui sont sur le terrain avec lui. C'est son engagement personnel dans le combat. Et un vrai charisme, venir face à lui, qu'est-ce qu'on pouvait ressentir face à lui? Parce que quand on le voit, Bob Denard, on imagine toujours, vous savez, le mercenaire avec la gueule carrée, dans bien droit. Dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, voilà, on a soit le Lansquenet aujourd'hui, soit... Non, mais il lutte contre cette image. Mais il a la tête de Monsieur Tout-le-Monde, finalement. Voilà. Non, et puis il tenait aux Comores, au fil du temps où la GP s'installe, se construit et perdure. La GP, la garde présidentielle. Il tient absolument à ce que nous soyons irréprochables. Sur tous les plans. Donc loin de l'idée que l'on se fait du mercenaire, du soudard. Exactement, ça il acceptait. Il acceptait pas ça. Et déjà même donc en Afrique dans les années 60-70, c'était comme ça lorsqu'il c'est ce que disent les anciens, commande des troupes africaines. Moi c'est ce que j'ai lu dans différentes littératures, c'est qu'il est très attaché, je le disais tout à l'heure, à la tenue, à la propreté, parce que finalement, la force d'une armée passe aussi... ça fait partie de la discipline qui fait que les troupes sont obéissantes et réagissent aux ordres. Mais il était aussi, très sensible au fait qu'on respecte, tout le monde respecte tout le monde. C'est-à-dire, vous avez sous vos ordres des Africains, mais c'est pas parce qu'ils sont africains qu'ils sont différents. Ils ont une autre éducation, ils ont une autre culture, mais ce sont des hommes qu'il faut respecter. Et il a formé des bons soldats en Afrique ? Aujourd'hui, quelle est la mémoire finalement de Bob Denard en Afrique ? On ne pourrait pas répondre à cette question facilement. Non, c'est difficile de répondre à la question. Même aux Comores, ce qu'il a fait à l'époque, tout a été un peu galvaudé puis détruit. Et ça serait en tirer le bien, ça serait faire un peu l'apologie du mercenariat. Donc, dans le monde où nous vivons, c'est pas possible. Pourtant. Donc, on a parlé militairement avec ces hommes. Il était proche de ces hommes ou c'était un officier, on le voit. Alors, lui, en plus, il a fait début de carrière dans la marine. On sait que dans la marine, c'est très compartimenté. Est-ce que c'était un chef très proche de ses hommes? Est-ce que tout le monde proche de ses hommes, mais mangeait ensemble? Oui, mais pas copain, pas copinage. Pas de copinage. Non, un commandement droit, sérieux. Et puis, je pense que au fil du temps, donc comme je vous l'ai dit, nous on l'a côtoyé de très nombreuses années, donc la glace était brisée, quoi. Je veux dire, on avait une relation autre. Il était très 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 sensible aussi. On l'a vu pleurer souvent. Enfin, souvent, oui. On l'a vu pleurer. Qu'est-ce qui pouvait le toucher? La mort d'un homme, la mort d'un de ses hommes, principalement. On l'a vu pleurer à ces occasions. Mais il y avait aussi le fait que quand jeune soldat comme nous, 20 ans, 21 ans, 22 ans, vous vous présentiez devant lui, il y avait forcément l'intimidation. On était intimidés. C'était déjà un personnage. Voilà, c'était un personnage. Il n'était pas question d'aller lui taper sur l'épaule. Il y avait ce respect naturel qui faisait qu'effectivement, il y avait, au début en tout cas, une petite distance. Après, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup côtoyé après. Et je pouvais parler librement avec lui. C'était un homme cultivé?
Il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup, ouais. Des ouvrages militaires, enfin, il s'intéressait. Est-ce qu'on sait qui était son chef militaire préféré? C'est une question qui me vient vraiment comme ça, je n'ai pas noté. Donc je vous prends peut-être au dépourvu. Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Non, je ne sais pas s'il avait un chef militaire. Oui, bon, il avait beaucoup d'admiration pour Falk. Après, est-ce qu'il avait un chef militaire préféré? Je ne peux pas répondre. Il n'avait pas une inspiration particulière? Non, il voulait ressembler à personne. Mais non, justement, c'est ce qui fait la différence. C'est que lui, quand il arrive au Katanga, il commande différemment. C'est ce qui fait qu'il se fait remarquer. C'est-à-dire, il mixte les troupes. Il n'y a pas des troupes blanches ou noires, il y a des troupes blanches, il y a des troupes avec des noirs et des blancs. Et alors, le Katanga, finalement, c'est un engagement qui lui tombe dessus, auquel il s'intéresse, il y va. Donc il se fait un nom dans le milieu, si je puis dire. Par la suite, comment choisissait-il ses engagements et ses combats? Est-ce qu'il choisissait ses combats? Par quoi était-il motivé? Est-ce que c'était les circonstances? Est-ce que c'était une idéologie? Est-ce que c'était tout simplement, c'est pas péjoratif, est-ce que c'était tout simplement l'argent? Je vous arrête tout de suite, on ne gagne pas d'argent dans ce milieu. Oui. Ça se saurait. Au moins, ça c'est clair. Bon, pour les initiés, on connaît la fin du colonel. Ouais. Il a terminé sa vie, malheureusement, dans le dénuement le plus absolu. Quoi. Parce que je crois qu'il a investi aussi, il a mis de son argent propre dans des mauvaises affaires. Oui, il était crédule en matière d'activité civile, il était très crédule. Quand il a essayé de faire des affaires commerciales, oui, c'est une catastrophe. C'est fait arnaquer. Quoi. Par exemple, il a investi également, je ne sais plus quelle opération aux Comores, c'est lui qui achète le bateau, je crois. Non, il investit, à l'époque, il avait une époque de sa vie créé un garage à Bordeaux, à l'Espar. Et donc, il revend le garage pour investir et il investit dans le coup d'État des Comores de 78. J'interviens juste une petite seconde. Je crois que son garage, il l'a revendu pour 1 franc symbolique à l'époque. Alors, je crois... Enfin, oui... donc, il a eu sûrement d'autres sources de rémunération pour acheter le bateau. Et donc, donc, on dit c'est pas l'argent. Donc, comment choisit-il Ce n'est pas que l'argent, de toute évidence. Forcément, il faut bien vivre. Donc... mais comment choisit-il? C'est-à-dire, si on lui proposait éventuellement plusieurs affaires, est-ce que c'est le pays dans lequel ça se déroule? Est-ce que derrière, il y a, je dirais, un arrière-plan idéologique? Politiquement parlant, est-ce que vous connaissiez ses opinions? À savoir qu'il était très secret. Très secret. Je reprends souvent cet exemple. J'ai eu à l'occasion... Je l'ai accompagné quelquefois quand j'avais pas de travail, pas de mission, où j'étais disponible et il avait besoin de quelqu'un. Il allait voir M. Focard. Il me disait, OK, on va rue de Prony. M. Focard, M. France-Afrique. Il n'a jamais prononcé le nom de Focard. Il dit, OK, on va rue de Prony. D'accord. OK, je savais où on allait, mais il ne me disait pas qui il allait voir. Et bien sûr, pas de quoi il allait ou il avait parlé. Donc, non, mais politiquement parlant. Voilà, donc, oui, par rapport à ses engagements, alors je pense que, d'une manière générale, après ces opérations qui le révèlent, parce que bon, il y a les journaux, etc., il est sollicité, je veux dire, il ne part pas avec sa petite sacoche des marchés X ou Y, il est sollicité. Et souvent, le plus souvent d'ailleurs, en relation avec les services français. Voilà, donc là, parlons clairement, il est sollicité par les services secrets français, par la diplomatie, pas que, mais ça c'est sa fibre patriotique qui fait qu'il ne fait jamais rien sans en référer à l'époque et jamais rien qui ne puisse nuire aux intérêts de la France. Exactement. Ça, c'était son credo. Ça. Voilà, c'est son credo, c'est sa ligne de conduite, il n'en déroge pas. Donc il était, on le voit dans ses engagements, plutôt anticommuniste, j'imagine? Oui. Oui, mais pas primaire. Pas primaire. Pas primaire, j'insiste. Non, mais c'est vrai que... Mais voilà, mais sinon vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas ses opinions politiques. Non, comme on l'a dit, donc il débute sa carrière au Katanga où on est en plein dans la confrontation entre l'Est et l'Ouest à travers les guerres africaines. Donc effectivement, il choisit son camp, c'est clair. Mais par rapport à ses engagements politiques, comme je disais tout à l'heure, je ne l'ai jamais vu revendiquer
un engagement politique quel qu'il soit, si ce n'est, comme on l'a dit, qu'il se voulait anticommuniste. Point. Bien, mais tout à fait honorable. Il ne revendiquait aucun autre engagement, ou en tout cas à ma connaissance, et on ne parlait jamais politique. Jamais eu de discussion politique avec lui. Alors, je crois savoir qu'il n'aimait pas le mot de mercenaire. Vous me direz, c'est vrai, ce que vous en pensez également. Il n'aime pas le mot mercenaire et il s'appelle lui-même, c'est le titre d'un de ses livres, le corsaire de la République. Donc là, on en revient à ce que nous disions précédemment. Effectivement, il est en gros missionné, mandaté, je ne sais pas quel est le terme exact, par la République. Ses interlocuteurs au fil des régimes, des présidents, des différents ministres ou présidents de la République changent. Donc finalement, son adresse reste dans le ministère, passe dans le carnet d'adresse du ministère. Dans le carnet d'adresse du ministère, on sait ce qu'il vaut. Disons, je mettrai peut-être un bémol par rapport à la façon dont vous présentez les choses. C'est pas le ministère ou les services qui vont le chercher. C'est-à-dire, lui, il a ses contacts, on lui propose quelque chose, il en réfère à son mentor, là, enfin pas son mentor, mais il en réfère à son contact. À son contact. Et donc le terme de corsaire de la République vous paraît... C'est plus sympathique. C'est plus sympathique. C'est plus médiatique. Ouais, puis ça... Oui, bon, c'est un titre éditorial. Et ça correspond plus à l'image qu'il se faisait un petit peu de lui, je dirais, par rapport justement à l'opposé du mercenaire, où effectivement on a tout de suite une vision négative. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez vous dire fier d'avoir été mercenaire? Ça ne vous pose pas de problème? Ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose pas de problème. Ça pose de problème à aucun d'entre nous, d'ailleurs. Peu importe le terme qu'on emploie. Moi, j'ai travaillé au cours de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé comme contracteur. Je n'ai pas vu beaucoup de différence entre le métier que je faisais sous les ordres de Bob Donard et le métier que je faisais sous... le salaire, peut-être sous la direction d'une SMP. Mais vos salaires, parce que vous confirmez, donc c'est un métier dans lequel, finalement, vous n'avez pas... Le métier dans lequel on a commencé, c'est pas... Et une fois aux Comores, c'était plus confortable ou... Oui. À peine. C'était plus confortable. On n'avait pas de besoin non plus. Voilà, c'est ça. Le simple fait d'y être, ça aurait suffi. Quoi. Ah, il avait eu un projet, je crois, d'une zone franche. D'une patrie des mercenaires. Je ne sais plus une base arrière, oui, c'est ça. Une base arrière. Donc c'était déjà aux Comores. C'était déjà. Donc là, effectivement, on a le côté corsaire, voire flibustier. Absolument, on a besoin tout à fait flibustier. Brabantière, ça, je pense, s'appelle l'île. C'est un fantasme qu'il a depuis le Katanga et le Congo. Il a créé une unité qui pourrait intervenir au profit des gouvernements africains en fonction... Une zone de soldats libres, finalement. Une zone de soldats libres. À l'époque, son fils avait fait un reportage, et dans chacun de ses déplacements africains, il donnait la cassette à ses interlocuteurs. C'est vrai qu'il avait eu ce fantasme, quoi. Bien. On va maintenant parler un peu plus de vous. Donc, je sais... est-ce qu'il y a un parcours type? Non, la réponse est non. Non, il n'y a pas de parcours type du gars qui la va grande ligne, s'engager. c'est un peu d'armée avant, et puis il y a une cooptation, des rencontres qui font que... Alors, sans trahir de secret, ces rencontres, elles se font comment? Par des cooptation, des potes, oui, des copains, des camarades de régiment, des camarades de... Enfin, personnellement, je suis passé par plusieurs préparations militaires, donc ça fait une sorte de petits milieux. De petits milieux, oui. Oui. Certains qui disparaissent de temps en temps, d'autres qui reviennent, et à ce moment-là, on est coopté. Donc, pour commencer par vous, Thierry, vous faites votre service militaire. Je fais mon service. Donc vous avez quel âge? Vous avez 18, 20 ans? 22. 22 ans, d'accord. Vous faisiez vos études Oui, je faisais des études de droit. Vous faisiez des études de droit. Des études de droit à la faculté de droit de Saint-Maur-des-Fossés. D'accord. Oui. Donc vous partez faire votre service militaire. Absolument. Dans une unité dite d'élite. Oui, on peut le dire. C'est toujours sympathique à entendre. Oui. Le 13e régiment de dragons parachutistes, oui, effectivement. Au titre duquel j'ai pu faire en tant qu'appelé une opération en Mauritanie, parce que c'était à l'époque, j'ai perdu tout contact avec eux, mais c'était à l'époque un régiment qui intégrait vraiment les appelés. Le travail était le même.
qui se soit engagé, sauf à quelques niveaux un peu tordus, mais le travail était le même sur le terrain, le travail était le même. Et on avait vraiment une très bonne ambiance au régiment dans les escadrons de recherche. Et puis voilà, je sors de l'armée, je reprends pas mes études. Je croyais pouvoir le faire, j'en étais complètement incapable, après ce que j'avais connu. Et j'ai reçu un jour, à la suite d'un rendez-vous que le colonel avait eu avec un de ses contacts sur Paris, l'appel d'un camarade qui m'a dit « Dénard est aux Comores, il veut 2 hommes, est-ce que tu viens avec moi ?» Alors oui, bien sûr, tout de suite, j'y vais même tout nu. Et puis voilà, c'était le début de 8 années de collaboration. Ok, et vous avez fait, je crois, donc une petite excursion au Tchad. Donc vous pouvez nous donner les circonstances de les circonstances cette politiques, opération. Est-ce que je m'en souviendrai? Oui, c'était pour soutenir les troupes d'Hissène-Habré qui étaient casernées à la frontière soudanaise. Donc je ne suis pas parti le premier, hein. On a des camarades qui sont partis avant nous, d'autres un qui est mort là-bas, donc c'était une opération qui a été un peu lourde en perte. Et à la suite du décès de ce camarade, avec un autre copain, on est tourné pour renforcer la troupe qui était sur place, renforcer la troupe qui était sur place et les instruire en matière d'armes lourdes. D'accord. Donc là, toujours pareil, par les fameux contacts. Oui, bah là, pour le Tchad, oui, bien sûr. Pour le Tchad, on était dans la place déjà. Et après, donc, retour aux Comores? Retour aux Comores, tout à fait. Retour aux Comores. Là, vous êtes lieutenant? Alors, quand je reviens du Tchad, je suis lieutenant. Je prends une compagnie d'appui, 14,5, 23 mm, canon de 120, dont on ne se servait pas tous les jours. Les Comores, c'est pas le Sahel. Et puis, donc 2 ans, après 2 ans à la section sécurité rapprochée du président. Et ensuite, les 2 dernières années, commandant de place dans une autre île à Anjouan, l'île d'Anjouan. D'accord, donc là, beaucoup plus... J'aime pas c'était pas les vacances non plus. Quand je n'en parle pas, enfin quand c'est pas moi qui en parle, j'aime pas qu'on dise que c'était le club méditerranéen. Voilà, c'est ça. Mais c'était très bien quand même. D'ailleurs, la fonction nécessitait d'être marié. J'ai épousé ma femme aux Comores, qui n'est pas comorienne, mais je l'ai épousée là-bas. Et puis voilà, puis au bout de 8 ans, il a fallu malgré tout faire une fin, parce que qui disait tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans n'est qu'un Jean Foutre à la tour. On discutait, je ne sais plus, c'est Murat ou... Oui, au Murat. Les téléspectateurs jugeront. À mon avis, je vais recevoir plein de messages. Mais voilà, à un moment, il faut faire une fin. Donc on a fait cette fin-là et ça s'est très bien passé. Et la reconversion dans la vie La reconversion, non. Ma femme était opticienne. J'avais moi-même suivi à une époque des études pour ça. Donc commerce pendant 30 ans. Bien. Puis, au décès du colonel, création de l'association. De l'association dont nous allons parler très bientôt. Vous, Jean-Pierre, c'est un parcours à peu près similaire, oui, comme je le disais. Service militaire. Oui, service militaire. 18-20 ans, toujours pareil 19, je sais pas, j'ai 19 ans et demi. 19 ans et demi, ouais. Donc moi, je suis au 9e régiment de chasseurs parachutistes, basé à Toulouse à l'époque. Comme Thierry, je pars, je fais une compagnie tournante à La Réunion, je reviens, je pars au Liban, puisque on est au début de la FINUL, là. Donc moi, j'ai fait le 2e mandat de la FINUL, ce qui m'a valu un petit engagement, à la suite de quoi... Alors, je ne dis pas que je me retrouve dans la situation du colonel, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est pareil, moi, je m'interroge sur la suite d'une carrière militaire. Et puis les circonstances font que bon, ça le fait pas. Donc ça le fait pas, c'est que ça veut pas le faire. Donc je quitte l'armée le 31 mai 79. Je rentre à Paris chez moi et donc là, comme on vous l'a dit, le petit milieu. Alors moi j'étais un petit peu loin de tout ça parce que j'avais fait effectivement une préparation militaire parachutiste, mais j'avais pas de contact dans ce milieu, j'avais pas de contact dans les milieux, parfois des cercles politiques qui avaient des passerelles, etc. Donc j'étais loin de tout ça, mais le hasard a voulu que j'ai un ami qui, lui, avait... on ne se connaissait pas encore. Et le hasard a fait que j'avais effectivement un ami qui, lui, avait fait préparation militaire et avait côtoyé
notamment un adjoint du colonel à l'époque qui recrutait pour les Comores. Et cet ami m'en avait parlé. Moi, c'était très loin de ce que j'imaginais pouvoir faire. Et donc, comme je remonte, je suis libre, je demandais à cet ami s'il pouvait m'avoir un rendez-vous. Alors, je ne sais pas d'où j'ai tiré cette audace, mais bon. Donc, j'ai eu un rendez-vous et donc, j'ai rencontré le colonel. Et donc après, direction les Comores en 79. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai quitté l'armée le 31 mai. Le 6 juillet, j'arrivais à Moroni. Et les familles, dans ces cas-là, réagissent si c'est pas indiscret? Là, de mon côté, c'était un peu par tradition familiale. Mon père a fait le Katanga et le Yémen. D'accord. Après avoir fait une belle guerre pour la République quand même. Le père de Thierry fait partie des 4 derniers. Ils sont tous morts maintenant, les compagnons de la Libération. Donc il a déjà très gaulliste, et puis après plus gaulliste du tout. Donc la fracture algérienne, j'imagine. Quand je suis parti de la maison, à la limite, c'était avec sa bénédiction, oui, bien sûr. Et moi, pas de commentaire. D'accord. Je choisis ma voie, donc point. Et donc aux Comores, passé 10 ans aux Comores entre 79 et 89. Ouais. J'ai une petite interruption également. Je pars au Tchad mais c'est la fin de la mission. Oui, Jean-Pierre nous a rejoint au Tchad, oui, c'est vrai. C'est la fin de la mission. Je suis arrivé, je crois, en décembre 82. On est parti en février 83, de mémoire. Et donc, aux Comores, j'arrive, je prends une section, donc je suis chef de section. Parce que vous aviez quitté l'armée avec un grade de sergent. De sergent, d'accord. Ouais. Donc déjà sous-officier. Ouais. Oui, parce que j'avais dû, pour partir au Liban, j'avais dû faire ce qu'on appelait à l'époque le CM1. Là. Donc voilà, donc je suis sous-officier. Donc j'arrive aux Comores, et disons que je suis la carrière, je fais ma carrière aux Comores. Donc chef de section, puis adjoint au commandant de compagnie, puis commandant de compagnie. D'accord. Et vous quittez les Comores en 89 pour une raison pareille, comme Thierry, il faut reprendre une vie. Ah non, 89. 89, c'est autre chose. 89, c'est autre chose. Là, il faut reprendre l'histoire. Donc, il y a le décès du. Moi-même, je n'y étais pas. J'étais parti en 88. Donc, il y a le décès. Ah oui, c'est la mort du président Abdallah. Voilà, tout à fait. La mort du président Abdallah dans des circonstances obscures, dirons-nous. Non, qui ont été éclaircies par le juge Perdry. Non, tout à fait. Je parle des circonstances du moment, donc où intervention de l'armée française, opération Z, etc. Opération Z, c'est plus tard. Oui, c'est l'opération. Là, nous sommes en 89. 89, je ne sais plus quel est le nom. C'est la mort d'Abdallah. Oui, mais c'est l'opération. Donc les cadres sont. L'opération, le nom me reviendra peut-être. Ensuite, donc, vous m'avez dit que vous avez fait une opération au Congo. Alors ensuite, donc quand il n'y a pas de travail, quand il n'y a pas d'opération, le vieux nous dit, faites bouillir la marmite. Il faut faire bouillir la marmite, donc chacun se débrouille. Je veux dire, on n'a pas le chomage. Non, vous n'êtes pas des assistés non plus. Voilà. Donc pendant toute cette période-là, c'est-à-dire de fin 89 jusqu'à maintenant, moi je fais régulièrement des missions de sécurité ou de logistique. Et puis, donc, quand les opérations se présentent, le colonel vous appelle, t'es libre. Et vous avez effectivement, je crois, une dernière opération en 2003. Donc c'est finalement très, très récent. Enfin, ça a commencé à dater quand même, mais bon. Oui, mais voilà, donc, en Côte d'Ivoire. Ouais. Vous pouvez nous décrire un peu les circonstances de cette... parce que là, Denard est, disons-le, sur la fin il décède en 2007. Ouais. Donc il continue à gérer de loin certaines missions, il coordonne de loin, il aiguille. Comme je vous disais tout à l'heure, j'emploie le mot de parrain. C'est quand même le parrain et on vient. C'est le vieux, comme vous dites, avec beaucoup d'affection. Ouais. Donc on vient demander sa bénédiction. Donc l'un ou l'autre a un contact et on vient prendre ses conseils. Et c'est comme ça qu'on en arrive à cette opération de 2003. Quelqu'un a un contact. Et là, votre boulot là-bas, quand on se recommande de Bob Denard auprès de contacts, c'est toujours mieux. Et je dirais que beaucoup de nos camarades
on a fait notre carrière là-dessus, quoi, pour pouvoir dire qu'on avait servi sous les ordres de Bob Denard. Et ben donc en 2003, 2002, 2003, c'est quand Gbagbo, le président Gbagbo de Côte d'Ivoire, doit laisser le pouvoir. Il recrute par l'intermédiaire du contact qui lui-même va se référer à Bob Denard. On intervient là-bas, et puis c'est à ce moment-là que... Comment il s'appelle, le Premier ministre, si j'ai bonne mémoire, de Villepin, demande à Gbagbo de limoger, de licencier ses troupes. Là-bas, c'est un peu le principe général de nos interventions dans ce cadre-là. C'est-à-dire, on arrive, on ne sait pas trop comment on va faire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On vous donne des hommes et puis démerdez-vous, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Et donc aujourd'hui, presque des anciens, on peut le dire. Voilà. Tout à fait. Quel est votre regard aujourd'hui sur le métier, avec l'apparition de ces sociétés militaires privées, comme on les appelle, qui sont vraiment le libéralisme appliqué à la guerre. Ce sont aussi faut pas se leurrer, des cache-nez des puissances, des puissances, que ce soit aujourd'hui la Russie avec Wagner, ou bien les États-Unis avec Blackwater, mais je crois que ils ont changé de nom. Ça a changé de nom, mais peu importe. Pour vous, est-ce qu'il y a un grand changement, ou finalement c'est la continuité logique? Parce que finalement, ce que vous faisiez avec Bob Denard, avec les fameux contacts, c'est à peu près la même chose. Ça prouve qu'une république, quelle qu'elle soit, ne peut pas se passer de certains hommes. Elle ne peut pas se passer de compétences, ou elle peut pas, parce qu'elle ne peut pas engager son armée conventionnelle. Elle ne peut pas engager son armée conventionnelle sur certains conflits, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. En revanche, le recrutement n'est plus du tout le même. Le recrutement n'est plus du tout le même. Qu'est-ce qui a changé? Jean-Pierre en parlait hors antenne tout à l'heure, le fait que l'armée est professionnelle maintenant. Toute cette manne, tout ce vivier d'hommes jeunes, compétents, volontaires, et surtout qui ne posaient pas de problème s'ils mouraient au feu, n'existe plus. Seuls restent quelques filières par les anciens légionnaires, oui, qui peuvent accéder à ça. Aujourd'hui, par exemple, avec l'Ukraine, on a entendu parler 2-3 fois de jeunes Français qui étaient... Oui, alors il y a toujours des idéalistes. Ce sont des bons mercenaient. Oui, ça sont les bons. Mais oui, ce sont des gars qui ne sont pas du tout encadrés, un peu... Qui partent, à des persos, quoi. C'est-à-dire, personnellement, ils prennent le peu de pactage qu'ils arrivent à trouver. Les filières de passage à la frontière, je ne les connais pas. Mais qui arrivent sur place, on les met dans un trou, un fusil, et puis la plupart du temps, ils reviennent estropiés. Ils ne reviennent pas, je crois qu'il y a un Américain, lui, il est resté 20 minutes, alors c'était un... Il y en a un on a vu une vidéo, il y en a un qui est vite rentré parce que c'était... Oui, parce que c'était la guerre, finalement. C'est la guerre, voilà, parce que c'est la guerre, ouais. Bon, après, la guerre, ça fait mal, ça pue, Mais le résultat est le même pour les employeurs, pour le chef suprême, c'est que c'est des hommes compétents, à bon marché pécuniaire, d'une part, quoique tu étais bien payé, toi. Et surtout un bon marché social, quoi. Voilà. Il n'y aura pas de funérailles nationales, il n'y aura pas de cours des invalides, il n'y aura pas une indemnité, il n'y aura pas de manifestation. À la limite, le vulgus pecum est content, un mercenaire est mort, tant mieux, bien fait pour lui. Ça fait un salaud de moins. Et aujourd'hui, la mémoire de Bob Denard est entretenue, donc Thierry, vous êtes le président d'une association qui s'appelle Orps Patria Nostra. Je vais être très franc, président autoproclamé. Ça ne me choque pas. J'aimerais vous annoncer l'anecdote, vous faire part de l'anecdote. Quand le colonel est mort, instantanément, j'ai déposé on a déposé, mais Jean-Pierre n'était pas présent sur le territoire à ce moment-là, les statuts de l'association qui avait déjà existé en Belgique, était à l'époque sous la féole de Braco, je crois. Enfin, bon. Tout de suite, pour pas que l'un d'entre nous, que je déteste, mais que je ne nommerai pas, mette la main sur l'affaire. Le seul que j'aime pas. D'accord. Parce que je pensais à l'époque, un peu par... comment dit-on
Bon, peu importe. J'avais peur qui récupère la D'accord. Et je dépose les statuts, et ensuite je rassemble tous mes camarades présents, enfin un gros paquet, une grosse quantité de camarades présents à l'époque sur le territoire français, pour donner la présidence. Pour élire le président. Pour élire le président, mais surtout, il était bien plus légitime que nous tous, c'était... bon, Marquez, c'est son nom de gars, peu importe, on peut le nommer. Et qui a accepté la présidence, et qui depuis n'a pas donné signe de vie. S'il a l'occasion de voir cet enregistrement, cette émission, Dominique, s'il te plaît, le poste est à prendre. Et ben voilà, il n'a pas donné suite, donc les choses se sont faites comme ça. J'avais un local à Saint-Maur où j'ai pu stocker des archives, où j'ai pu une petite administration que j'ai pu mettre en place. Mais je n'ai pas été élu président de l'association, je tiens à le préciser. Pour éviter toute confusion. C'est un coup d'État. Le nom de l'association, on va poser une question, s'appelle Orps Patria Nostra. Voilà. Donc, ce qui en français veut dire le monde notre patrie. Et notre patrie. Est-ce que vous pouvez, donc, d'aucuns pourront voir un côté un peu mondialiste, internationaliste oui, non. là-dedans, mais oui, non, quand on vous écoute, a priori, quand on vous connaît un peu, a priori non. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, cette devise? C'était la devise de Bob Denard? C'était la devise de Bob Denard, du groupement d'experts volontaires qui avait été créé au Katanga, le GEV. Oui, donc c'est vraiment ancien. Ah, c'est ancien. Et c'était la devise qui était sur la plaque de béret des experts volontaires. Donc, de fait, on l'a récupéré au niveau de l'association. Maintenant, non, pas mondialiste, non. Enfin, pas trop. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous êtes partout chez vous? Partout où on a besoin de vous? Dans toutes les nations. Parce qu'une devise, elle a forcément une signification. Oui, on est bien ailleurs aussi. Oui, oui, c'est vrai. Oui, alors j'ai réfléchi, puisqu'on en avait un petit peu parlé, j'ai réfléchi à la signification que ça a pour moi. Moi, c'est effectivement la volonté, la capacité, l'espoir d'être ailleurs et d'être partout en capacité d'exercer ce que je sais faire. D'être ailleurs. Donc, on sent effectivement, c'est toujours vraiment l'appel de l'ailleurs, l'appel de l'aventure. Je pense que, enfin, je sais pas. Il y a de ça, forcément, bien sûr, oui, aussi. Chacun a ses motivations et il y a autant de motivations que de camarades dans cette histoire. Mais oui, pour moi, c'était l'envie d'être ailleurs aussi, ouais. Et les activités de l'association, donc entretenir la mémoire du Entretenir la mémoire, essentiellement, c'est sa vocation. Un peu d'entraide, parce que beaucoup d'entre nous sont restés, non pas sur la piste, ils auraient peut-être préféré d'ailleurs, mais ils restent un peu socialement à la ramasse. Cette association, vous avez un site internet? Alors, on a un site internet. Écoutez, on mettra l'adresse du site internet sous la vidéo de cette émission. Ce sera plus simple, parce que orpspatrianostra.com, voilà. Ou bobdenard.com, ça marche. Okay. Ou bobdenard.fr, ça marche. Et donc, aussi. vous mettez... je suis allé consulter ce site, et effectivement, on y trouve de la documentation, un fond photographique assez important. Et je crois que vous vendez aussi également quelques gadgets. Bon, c'est pas l'essentiel. Association, je tiens à préciser, qui est ouverte à tous. Oui, à tous. Pas forcément qu'aux anciens. Parce qu'il y en aurait rapidement plus. Voilà. Donc on est les plus jeunes. Il y a quelques camarades qui sont un tout petit peu plus jeunes, mais dans la dizaine d'années qui vient. Et vous vous retrouvez régulièrement? Parce que je crois que Absolument. Est mort un mois d'octobre. Donc, tout à fait. Là, nous sommes début novembre, mais il y a une commémoration chaque année. Une commémoration chaque année. Alors, chaque année, traditionnellement, sur sa tombe à Gréant et l'hôpital, qui est un village du Médoc. Le dimanche le plus près du jour de sa mort. Il est mort un 13 octobre. Donc c'est fluctuant, mais c'est toujours facile à savoir. Et on en vient là. On rassemble les anciens qui se retrouvent souvent après des années. Il y avait des anciens du Katanga. Nos amis belges ne viennent plus parce que trop rattrapés par la patrouille de l'âge, ils ne peuvent plus se déplacer. Mais ils sont venus longtemps, une dizaine d'années. Ça bouge pas mal. Nous invitons nos téléspectateurs à consulter le site internet et puis voir ce qu'ils peuvent faire pour éventuellement vous aider. Thierry, Jean-Pierre, merci infiniment de votre présence. C'était trop court et passionnant. Merci à vous de vous avoir. Merci.
Avant de nous quitter et de retrouver Christopher Lannes pour sa petite histoire, quelques conseils de lecture concernant les mercenaires. Tout d'abord, Les Soldats libres de François-Xavier Silos, qui fut aux côtés de Bob Denard, aux éditions de l'Ancre. Vous avez également le livre de Gaston Besson et Marc Charuel, Le putain de guerre, aux éditions du Rocher, et vient de sortir Action clandestine, la lutte anticommuniste en Asie du Sud-Est dans les années 1985-1990 par Émeric Valois. C'est un livre en auto-édition, vous trouverez facilement des références sur Internet. Également, vous pouvez vous référer aux ouvrages de Walter Oster-Bruyère qui a publié notamment Une histoire des mercenaires de 1789 à nos jours, livre paru en 2011 chez Taillandier, ainsi qu'une histoire des mercenaires français des années 60 aux années 90, intitulé Dans l'ombre de Bob Denard, c'était le sujet de nos entretiens, chez Nouveau Monde en 2014. Et bien sûr, le numéro 13 de la revue d'histoire européenne. Vous trouverez toutes ces références sous la vidéo. Et sous la vidéo, n'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce levé et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Maintenant, nous retrouvons Christopher Lannes pour sa petite histoire. À bientôt. Bienvenue dans la petite histoire et on poursuit notre thématique consacrée au corps d'élite. On a vu les mousquetaires, spécialistes de la guerre de siège sous l'Ancien Régime, puis bien sûr la garde impériale de Napoléon. Désormais, j'aimerais vous parler des corps francs. On est en pleine grande guerre, dans une guerre de tranchées donc assez figée, et ce sont donc ces unités, ces corps francs qui vont être chargés de mener des opérations coup de poing sur des points précis du front. Ils ont plusieurs buts, la destruction d'objectifs par exemple, mais leur mission principale consiste à aller capturer des prisonniers directement dans la tranchée ennemie. Autant dire que pour faire partie de ces unités, il fallait en avoir, et pas que des grenades. C'était donc des unités destinées au renseignement, elles avaient leur équipement spécifique, leur identité propre, et un statut à part plus autonome. On peut les considérer comme étant l'ancêtre des forces spéciales, en grossissant un peu le truc. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, c'est parti. Première chose avant de commencer, une petite mise au point nécessaire. Ce qu'on appelle les corps francs sont à ne pas confondre avec les nettoyeurs de tranchées, qui étaient tout aussi stylés, mais qui avaient des missions bien différentes. Donc pour commencer, petit mot rapide sur les nettoyeurs de tranchées. J'ai d'ailleurs utilisé pas mal de photos de nettoyeurs de tranchées pour cet épisode, par souci d'illustration, vu que les photos de corps francs sont plutôt rares. Et les informations à leur sujet aussi sont plutôt rares, c'est pourquoi je me suis appuyé entre autres sur une excellente vidéo de la chaîne AV Histoire, que je vous recommande. Le premier but des corps francs était, je l'ai dit, la capture de prisonniers. Les nettoyeurs de tranchées, pas du tout. Ils étaient là pour nettoyer au sens littéral. En gros, ils intervenaient après les premières vagues d'assaut de l'infanterie régulière. Donc ils passaient après et leur mission était de nettoyer le terrain conquis de toutes ces poches de résistance, puis d'occuper des postes en y installant des nids de mitrailleuses, histoire de sécuriser les arrières de l'infanterie. Voilà quelle était la mission de ces nettoyeurs. Pour ce qui est des corps francs maintenant, c'est différent, bien différent. Les corps francs n'étaient pas envoyés après les vagues d'assaut, mais plutôt avant, ou du moins en marge de celle-ci. Concrètement, quand la Première Guerre mondiale éclate, on assiste d'abord à une guerre de mouvement, d'ailleurs très meurtrière, puis le front se fige, c'est la guerre des tranchées. Et là, ça bouge pas beaucoup, voire pas du tout. Et comme on n'avait jamais vu ça, eh bien on ne sait plus trop quoi faire, on entre en pleine crise tactique. Et cette crise touche un secteur bien particulier, le renseignement. Avant, c'était la mission de la cavalerie légère. Là, on est enterré, séparé par un no man's land et on ne sait pas très bien ce qui se passe de l'autre côté. L'aviation va venir jouer ce rôle et remplacer donc la cavalerie, mais ce sera du renseignement purement visuel, de l'observation. Pour ce qui est de la prise directe d'informations, il faut trouver autre chose. Cette autre chose, ce sera les corps francs, des compagnies d'élite qui vont être chargées de mener des actions coup de poing, rapides, discrètes,
sur un point précis. Alors au début, c'est pas du tout structuré ni même théorisé, on sait pas trop comment s'y prendre. Et à partir de la fin 1915, on envoie des petites unités non officielles avec un équipement plus discret, plus léger, pour tenter d'aller observer ce qui se passe de l'autre côté. Mais très vite, on se rend compte qu'en matière de renseignement, il y a un truc qui marche bien plus que tout le reste, c'est la capture de prisonniers et leur interrogatoire. Du coup, petit à petit, ces unités vont non seulement se professionnaliser, mais aussi se spécialiser dans cette mission qu'elle va accomplir avec des raids ou alors ce qu'on appelle des coups de main. Elles sont constituées de volontaires qui subissent un entraînement très rude et spécifique. Évidemment, c'était pas réservé à tout le monde, avec un équipement à part, un encadrement différent et une certaine autonomie. En gros, c'était un peu les forces spéciales avant l'heure. D'ailleurs, leur nom corps franc vient premièrement des corps francs de 1870, des groupes armés indépendants qui harcelaient les Prussiens pendant la guerre franco-prussienne. Et bien sûr, le mot franc, tout comme la monnaie, renvoie à ce côté libre et autonome. Ils mènent des missions extrêmement dangereuses et du coup, ils ont quelques avantages. Plus de permes, pas de service de tranchée, une meilleure solde, des primes et des citations bien plus accessibles. Comme ils sont amenés à s'infiltrer discrètement, souvent de nuit, leur tenue est plus sombre, mieux camouflée et leur équipement plus léger. D'ailleurs, parlons de cet équipement, vu que leur mission se déroule directement dans la tranchée ennemie. Ils ont des fusils plus petits, comme par exemple le mousqueton modèle 1916, des pistolets, des mitrailleuses, des grenades, dont certaines à gaz et fumigènes, lance-flammes aussi par la suite, et contrairement à la légende, ils ne se servent que très peu de leur poignard de tranchée. Albert Préjean, futur acteur qui a commandé l'un de ces groupes d'élite, décrit ainsi les corps francs, je cite, « des petites équipes de gars gonflés ». Franchement, ça le fait. Ces corps francs, d'abord plus ou moins bricolés, vont continuer leur développement entre 1915 et 1917, date à laquelle ils sont bien plus structurés. C'est en quelque sorte leur apogée. Et on en compte dans l'armée française environ 20 000. Pendant ce temps, en face, les Allemands, ils avaient eux aussi leurs troupes de choc, les Italiens aussi d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Je l'ai dit, leur mission principale est d'aller chercher des prisonniers directement chez l'ennemi. Ils faisaient aussi de la destruction ciblée d'objectifs, mais globalement, leur truc, c'était surtout les prisonniers. Donc, ils opéraient de nuit ou au crépuscule. Un groupe de brèches va ouvrir une brèche, justement, dans le No Man's Land en toute discrétion. Puis, le reste de l'unité, en comité réduit, s'approche de la tranchée visée et s'en empare. Les grenades et les fumigènes permettent de frapper vite et fort tout en couvrant sa retraite. Et hop, en quelques minutes, l'affaire est dans le sac et le groupe rentre avec ses prisonniers ni vus ni connus ou presque. Juste pour vous donner une idée, je vais vous citer un exemple et non des moindres. On est le 14 juillet 1918 et l'armée allemande prépare une offensive sur Reims défendue par la 4e armée. L'offensive est certaine, mais reste à savoir où et quand précisément. Alors, on va envoyer les corps francs. Le soir du 14 à 19h55, 174 hommes accompagnés par des sapeurs, des équipes de lance-flammes et des brancardiers s'élancent sur un point précis avec un appui d'artillerie. On ouvre une brèche, on prend d'assaut la tranchée ciblée, certaines équipes s'installent à des points stratégiques avec des mitrailleuses pour couvrir l'opération et tout se passe très très vite. En quelques minutes, le détachement est de retour, il n'a que 2 morts à déplorer, quelques blessés et il revient avec 27 prisonniers et du matériel. Grâce à cela, grâce à ces prisonniers, à ce qu'ils vont dire, grâce aux cartes aussi qu'on a récupérées, on se rend compte que l'attaque allemande va avoir lieu la nuit même avec une préparation d'artillerie de plusieurs heures qui doit commencer à 1 h du matin. Ces renseignements capitaux ont permis de lancer un puissant tir de contre-préparation offensive et de frapper la première ligne allemande qui était prête à intervenir, et puis aussi d'évacuer la première ligne française. C'est ainsi que la dernière offensive allemande de la Grande Guerre a échoué avant même d'avoir commencé, et ça, on le doit aux corps francs. Voilà ce que furent les corps francs, leur identité, leur utilité. En somme, pour conclure, on peut dire que ça a été des unités d'élite et donc des précurseurs des forces spéciales en quelque sorte. D'ailleurs, après la fin de la guerre, comme elles n'avaient plus vraiment d'utilité, on a envisagé plusieurs solutions, dont les déployer par avion. Alors au début, ça n'a pas très bien marché, et puis évidemment, ils n'étaient pas encore parachutés, mais l'idée des commandos parachutistes à venir était déjà dans les têtes. Merci à tous, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la fin de cette thématique consacrée au corps d'élite. Salut!